Amis Tabavou, Shalom Otep, Salam Alaikum, ici Divorus. Aujourd'hui, nous allons parler des monuments. Je vous invite à vous abonner, à liker les vidéos, partager, activer la cloche de notification. La place des monuments, c'est quoi les monuments? Comment faire un monument? Quelle est la symbolique d'un monument sur le plan physique et sur le plan mystique? Premièrement, un monument est d'abord l'emblème d'un lieu. Un monument est considéré dans certains cas comme l'objet sacré d'un État, d'une ville, d'un arrondissement ou d'un quartier. Nous prenons peut-être l'exemple de la Tour Eiffel. Vous connaissez quelle est la valeur émotionnelle, culturelle de la Tour Eiffel pour les Français en général. Hormis de cette valeur émotionnelle, la Tour Eiffel a aussi une grande valeur spirituelle pour les Français et encore une plus grande valeur pour les Parisiens. Chaque ville a un monument qui est son monument emblématique. Chaque arrondissement, chaque quartier, chaque secteur dans les noms a son monument. D'où vient d'abord cette origine des monuments? Ça remonte de l'Antiquité en fait, ça remonte des temps anciens. Nous allons retourner même dans l'Égypte pharaonique. Quand on parle d'Égypte pharaonique, les gens voient plus les pyramides. Certes, les pyramides étaient des monuments, mais hormis les pyramides, nous avions eu d'autres monuments. Renseignez-vous sur l'histoire de l'Égypte antique. Il existait d'autres monuments autres que les pyramides qui avaient une certaine valeur spirituelle pour ce peuple-là. Maintenant, quand nous rentrons dans la culture bantou, dans la culture kémite, chaque peuple a toujours ce qu'on appelle son endroit sacré. Il y a par exemple chez les Douala, ici au Cameroun, le lieu sacré par excellence des peuples Sawa ou du peuple Douala, c'est le fleuve Vouri. Les berges du fleuve Vouri. Les côtes en fait, les côtes du fleuve Vouri. Donc, dans les temps anciens, chez les Kémites, l'homme noir a toujours eu cet attrait à communiquer avec la nature et a toujours eu ce sentiment de devoir préserver la nature. Après la chute de l'Égypte, après la chute du grand peuple qui était le peuple égyptien, même si ce n'est pas tous les noirs qui découlent de l'Égypte antique, mais les peuples noirs d'Afrique ont toujours été très liés à cette culture. Quand on parle de l'Égypte antique, les gens se limitent généralement à la carte égyptienne actuelle. Quand on parle de l'Égypte antique, c'était un vaste continent, vu que c'était un vaste territoire, vu que quand on parle de l'Égypte, on associe plus le Nil comme étant un fleuve qui parcourait l'Égypte. Et vous voyez par exemple que le Nil parcourt non seulement tout le long du Sahara, ça va même jusqu'au Tchad, ça traverse même le Tchad. Voilà, donc vous vous rendez compte que dans la carte ancienne, l'Égypte antique était très vaste. Donc, après la chute de l'Empire, il y a eu des divisions, les peuples se sont divisés et chaque maison, on va dire comme ça, chaque famille est allée constituer un autre royaume. Dans la conception culturelle africaine, moi je parle des enseignements que j'ai reçus bien sûr, dans la conception culturelle africaine, après avoir construit des grands monuments, l'homme noir s'est détaché de la nature. Il fallait donc qu'il renoue encore plus fortement les liens avec cette nature-là. Raison pour laquelle, à une certaine période de l'histoire africaine, l'on se contentait de la nature. On se contentait de communiquer avec la nature sans plus oppresser cette nature-là. Nous avons toujours le même exemple actuellement dans la société, dans ce que nous vivons, vu que nous avons construit des grandes civilisations, des grands immeubles. Nous nous rendons compte que nous avons besoin de nous reconnecter à la nature car la Terre est en train de mourir, d'où le réchauffement climatique, les différents problèmes que nous avons. Donc, même scientifiquement, ça s'explique. L'homme est actuellement en train d'essayer de se reconvertir, de rentrer vers la nature. Donc, là maintenant, les Occidentaux vont renouer les liens avec les cultes ancestraux qui découlent de la Wicca, dont la Wicca découle et tout ça. Et l'Africain, lui, avait déjà fait ce pas depuis un certain temps. Donc, nous allons nous concentrer sur cette période-là. Vous allez vous rendre compte que les différents peuples avaient toujours un endroit sacré qui était considéré comme le symbole de ce peuple.
Je vais revenir sur le cas des peuples Douala qui étaient les Belges du Vouri, dans les côtes du fleuve Vouri. Et maintenant, nous avons eu encore, il y a de cela 3-4 ans, si je ne me trompe pas, les chefs et certains notables de Douala avaient vendu le lieu sacré des Douala au milliardaire nigérien Aliko Dangote. Et nous avons vu ce qui s'est passé. Tous sont décédés après. Donc, un monument a d'abord une très grande importance sur le plan spirituel. Donc, c'était d'abord ça qu'il fallait savoir. Quel est donc le rôle d'un monument? Un monument est comme une antenne relais. Un monument est comme une chaîne qui vous permet de vous lier au plan mystique. Maintenant, sauf que cette antenne, cette chaîne est généralement utilisée par une certaine élite de la zone, par certaines personnes qui sont choisies. Donc, nous allons prendre par exemple le cas du Burj Khalifa. Les monuments dans leur structure, donc je vais donc parler des monuments modernes, dans leur structure, dans leur construction, les plans ne sont pas faits au hasard. Certains de ces monuments, leurs plans viennent des endroits, des mondes parallèles. Le cas du Burj Khalifa, le plan du Burj Khalifa vient du monde du monde des eaux, donc des mondes sous-marins, on appelle souvent le monde de pandémonium. Même si là-bas, quand on parle de pandémonium, les gens donnent toujours plus une connotation négative. Il y a aussi rien n'est totalement négatif, rien n'est totalement positif. Il faut toujours savoir qu'il y a une neutralité dans toute chose. Raison pour laquelle, vu que ces plans, l'architecture du Burj Khalifa ressort de cet endroit-là, de ce monde sous-marin de pandémonium, vous allez voir, lorsque vous apercevez le Burj Khalifa, vous avez l'impression que cette structure-là ressemble à de l'eau en fait. Vous avez l'impression de faire face à un bâtiment dont les murs sont en eau. Donc, vous avez l'impression que ce n'est que des verres en plastique dans lesquels on a mis de l'eau. C'est pas fait au hasard. Donc, les peuples, par exemple, les peuples bamileke, généralement c'était les arbres sacrés, les forêts sacrées. Vous allez même vous rendre compte que dans chaque quartier, pour ceux qui sont en Afrique, il y a toujours il y avait, donc vu qu'il y avait avec la modernisation, bon, vous allez pas dans les villages, il y aura toujours des endroits sacrés qui sont réservés à certaines choses, qui sont très respectés en fait. Dans d'autres cas, ce sont des arbres, comme dans mon peuple, il y a l'arbre sacré des Bamoun, du peuple en général, il y a le fleuve sacré, il y a la rivière sacrée, il y a le lac sacré. Donc, il y a ces différents endroits qui sont très chargés mystiquement et qui nous permettent de nous connecter au plan invisible. Donc, c'est d'abord ça qu'il faut savoir. Et maintenant, dans la structure des monuments, quand vous décidez de construire un monument, il faut savoir que ce monument doit vous permettre de vous connecter à un plan spécifique. Un monument doit vous permettre de vous connecter dans certains cas, à une certaine entité. Un monument doit vous permettre de vous connecter à une certaine énergie ou alors à un certain égrégore. Nous allons prendre le cas de l'exemple de la statuette de Rio de Janeiro, où il y a le Christ qui veille sur la ville. Ce monument a pour but de se connecter à l'égrégore, on va dire comme ça, à l'égrégore chrétien, parce que le Christ est le symbole même de l'égrégore chrétien. Nous allons prendre aussi le cas de la statue de la liberté, qui représente une femme qui tient une flamme au niveau, qui soulève une flamme. Pourquoi avoir choisi une femme? Pourquoi lui avoir donné une couronne? Pourquoi lui avoir choisi cette flamme-là? Pourquoi avoir mis un cahier, une sorte de Bible entre ses mains? Cette statuette-là, mystiquement, qui représente une certaine divinité femelle. Vous allez vous rendre aussi compte que, hormis de ces endroits emblématiques, les plus grands, on va dire, bâtiments d'un État, que ce soit la présidence, que ce soit le musée national, que ce soit les chambres du Parlement, que ce soit les chambres des sénateurs, bref, les bâtiments les plus importants d'un pays comportent toujours une très haute connotation mystique. Rien n'est fait au hasard. Et maintenant, comment pérenniser un monument? Comment faire en sorte qu'un monument vit? Comment faire en sorte qu'un monument puisse perdurer dans l'espace et le temps en fait? Comme toute construction, lorsque vous êtes en train d'élever, on va dire, un bâtiment ou un quelconque monument,
c'est une œuvre que vous êtes en train d'effectuer sur le macrocosme. Donc cela doit avoir de la vie. Raison pour laquelle quand on construit des grandes banques, quand on construit des immeubles, généralement, parfois ça se fait dans la nuit, on vient faire des sacrifices là sur le chantier, quand on est encore au niveau de la fondation. Au cas où on ne peut pas venir avec les bêtes pour faire le sacrifice, on peut faire le sacrifice dans des endroits spécifiques et prendre ce sang-là, mélanger avec d'autres produits et venir verser dans cette fondation. Dans le cas des maisons à caractère financier, dans le cas des banques, ou alors lorsque vous construisez votre maison et que vous voulez prospérer, généralement, on met des pièces de monnaie dans les fondations de la maison. On met des pièces de monnaie qu'on a, avant de mettre ces pièces de monnaie, une façon dont on travaille ces pièces de monnaie, on sacrifie généralement. Ça dépend de vos capacités et du poids que va porter cette maison, bien sûr, parce que le sacrifice qu'il faut faire pour une maison basse ne sera pas le même qu'il faudra faire, par exemple, pour un immeuble de 10 étages. Donc, après avoir fait le sacrifice animal et avoir consacré votre maison à l'entité ou alors à la divinité spécifique selon vos demandes, il y a d'autres rites que vous devez faire ensuite avec les invocations spécifiques. Et là, vous étalez les pièces de monnaie au niveau de la fondation et on coule la dalle dessus. D'autres personnes font avec des billets. Donc, ça dépend. Moi, ce que je connais, c'est avec les pièces de monnaie. Voilà. C'est comme ça. Donc, hormis cela, vous allez vous rendre compte aussi que dans tous les grands chantiers, il y a toujours eu des pertes de vies humaines, des pertes en vies humaines. Ces pertes en vies humaines ne sont pas faites au hasard. Quand on vous parle des sacrifices humains, généralement les gens ont toujours tendance à imaginer des scènes où on prend une personne, on égorge. Là c'est au niveau précaire, c'est un niveau plus barbare du sacrifice humain. Les gens qui pratiquent généralement ce genre de pratiques sont à un certain niveau assez bas encore, même si c'est plus brut, mais certains peuvent croire que c'est plus puissant, mais ça déshumanise encore plus la personne qui fait cela. Donc les gens de manière plus subtile font des sacrifices humains de telle sorte qu'ils ne soient même pas sur le terrain en fait. Quand d'autres personnes veulent vous tuer, quand on veut vous vendre, parfois on vous fait faire un accident, parfois on peut faire vous tomber d'une malade, on part dans tous les hôpitaux, dès que la lame dès que le métal touche votre corps, c'est comme ça que votre sort est scellé. Et dans d'autres cas, c'est dans les cas des chantiers, par exemple, comme on parlait des cas des monuments, dans les cas des chantiers, la personne doit mourir sur le chantier. Ça peut être par un accident de construction, ça peut être par une blessure qu'il obtient au chantier qui ensuite s'aggrave et il décède. Ça peut être par le fait qu'on va dire qu'il a respiré peut-être de l'acide, on a versé l'acide au sol, il a respiré, ou alors l'odeur de la peinture qui lui a causé une infection pulmonaire. Bon, c'est toujours quelque chose qui est lié au chantier. Donc, la plupart, pas tous les monuments, mais la plupart, on va dire 90 monuments, sont nourris de sang humain. Donc, ont été nourris lors de leur construction de sang humain. Maintenant, lorsque le temps passe et que le monument prend aussi de l'âge, pour rajeunir le monument, il y a des choses qui sont faites. Voilà, c'est toujours par des sacrifices humains. Donc, c'est pas forcément que le sacrifice se fera au niveau du monument, mais dans la ville qui est la ville symbolique de ce monument-là, il y aura quelque chose qui va se passer. Donc, je ne veux pas entrer dans les détails. Et c'est pour ça que vous allez vous rendre compte qu'à une certaine période de l'année, il y a beaucoup d'accidents. À une certaine période de l'année, il y a beaucoup d'accidents de la route, il y a beaucoup de décès inexpliqués. Et parfois même, quand on n'arrive pas à faire cela, quand la demande est encore plus forte pour le pays, on doit passer par des sacrifices en grande quantité, donc des sacrifices massifs. Là, on passe par la technique de la guerre ou alors en créant une pandémie, entre guillemets, pour essayer d'offrir à ces entités, à ces énergies-là, autant qu'ils en ont besoin. Donc, c'était de ça qu'il était question aujourd'hui. Et j'allais oublier, j'ai failli arrêter la vidéo, même les monuments naturels, que ce soit les arbres, que ce soit les rivières, à eux aussi, on fait des sacrifices.
Et ces endroits-là, quelle est donc la place, quelle est donc la valeur de ces monuments sur le plan mystique? En dehors du fait que ces endroits nous permettent d'établir un lien avec certains horizons des plans mystiques des mondes parallèles, ces endroits sont aussi des lieux de rencontre, des lieux de rencontre, comme sont des carrefours, on va dire comme ça, pour des hauts dignitaires, mystiquement parlant, ou les hauts dignitaires de ce pays. Donc, les endroits comme les arbres sacrés, les rivières sacrées, ces monuments-là sont des endroits où on fait des grandes réunions, où on décide de l'avenir du quartier ou de la ville ou du pays qui est sous, on va dire comme ça, sous les offices de ce monument-là. Et hormis de cela, ces endroits aussi peuvent servir, on va dire, de lieu comme des ambassades. Bon, l'ambassade, c'est pas le mot approprié, mais cela peut être considéré, cela peut être utilisé comme un lieu de négociation diplomatique entre différents groupes mystiques des différents pays. Voilà. Donc, c'est comme si, par exemple, demain, comme actuellement, il y a un conflit entre le bloc occidental et le bloc russe. Forcément, le bloc russe, le bloc soviétique ne va pas vouloir aller discuter de leurs intérêts dans une loge maçonnique ou quoi que ce soit. Non, ils vont vouloir choisir un endroit symbolique, mais qui sera d'une certaine neutralité. Donc, raison pour laquelle on fait des monuments qui sont censés être des endroits neutres aussi pour ce genre de choses. Donc, je vais me limiter là aujourd'hui. Amitabha vous, Shalom Utep, Salam Alaikum, c'était Tivoris. Abonnez-vous, likez, partagez les vidéos, activez la cloche de notification.